Le coach a toute sa place parmi ces tuteurs de résilience. Le coach, qui est-ce? Le coach est dans une écoute attentive, il est dans le non-jugement, il est dans l'accueil, il est dans une présence entière. Et vous allez voir que ici, vous retrouvez les 8 compétences de coach ICF. Il possède des qualités d'analyse, il est dans l'empathie, il a des qualités d'intuition, il capte le langage du tout, donc c'est toute la personne, c'est tout le système qu'il est à même à observer. Il a des qualités de l'énergie, il va capter l'énergie, les vibrations, il va capter la voix, il va capter le niveau, la qualité du mindset de la personne qui est en face. Il va pouvoir l'aider à générer un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit par des questions puissantes. Il va avoir des qualités de comprendre ou de saisir, de comprendre les émotions et il va voir comment les émotions, le corps et le cœur du client sont alignés pour lui permettre d'être dans son état de puissance. Donc, le coach aide à faire des choix efficients, il va soutenir les personnes dans leur évolution par rapport à de nouveaux environnements, il va aider à co-construire le futur désiré des clients en activant les ressources nécessaires pour atteindre ce futur. Et comment? Il va les connecter à leur vision. Il va les aider à imaginer un futur désiré. Et il va créer des conditions favorables, des espaces de coaching favorables pour que soit expérimenté l'état présent, l'instant présent, l'ici et le maintenant, que la personne arrête de ressasser le passé, qu'elle soit dans l'ici et le maintenant, qu'elle se projette dans l'avenir, qu'elle développe sa capacité de flexibilité. Et si quelque chose ne va pas bien, il est question de changer. Donc, on va la pousser à reconsidérer son fonctionnement, à développer de nouveaux comportements pour s'adapter à une nouvelle situation, à être, en fin de compte, créative. Et donc, le coaching, c'est un accompagnement à l'émergence de la créativité et de l'autonomie sur un mode maïeutique parce qu'on va utiliser des questions puissantes au service d'un objectif ou d'un projet dans un contexte privé ou professionnel. Je me demande si j'ai encore le temps pour vous parler des outils de coaching. Il est déjà donc 21 h, donc je me permets de continuer encore une trentaine de minutes. Parce que… Sana, si tu permets, on pourrait peut-être offrir un petit espace de questionnement par rapport à toute cette matière riche d'ailleurs. Je t'en remercie. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des interrogations par rapport à ce que vient de nous présenter Sana si brillamment, Sana? Alors, voilà. Je juste t'en laisse un petit peu d'espace si jamais il y a des questions Donc, OK, de l'auditoire. donc avec plaisir, nous ouvrons un moment de questions-réponses. Je voulais Excusez-moi, je peux me permettre? Oui. simplement passer vers les outils de coaching avant d'ouvrir les questions-réponses, mais comme tu le proposes, nous allons donc donner la parole à la salle, avec plaisir. Alors puisque les outils de coaching sont effectivement d'une grande puissance, ce que je propose, c'est de prendre 3 questions, tout au plus, et on passera à la deuxième partie de l'exposé. Très bien.
Ok, je vous écoute. Qui souhaiterait intervenir, rebondir peut-être sur une idée ou demander la clarification d'une autre? Oui, Et- je peux me permettre, s'il vous plaît? oui, oui, bien sûr. Vous pouvez vous présenter, Alors, vous présenter avant de poser la question. Merci beaucoup. d'accord. Alors moi, je suis Khadija, je vais mettre la caméra, ce sera plus simple. Et dans le chat, j'ai vu une personne qui a posé une question qui est très essentielle à mon sens, qui a posé la question résilience sans pardon, point d'interrogation. Et j'aimerais vous me donner un peu votre point de vue sur justement l'état de résilience, enfin, le parcours pour arriver à cet état de résilience. S'il vous plaît, merci. C'est-à-dire que j'ai la réponse dans la présentation que je veux vous faire. Vous allez y trouver la réponse, mais je peux vous la donner. On définit deux formes de résilience. Il y a une forme de résilience interne et une forme de résilience externe. La résilience externe, c'est-à-dire que c'est notre jeu extérieur. On va devoir faire preuve de persévérance. On a besoin de garder le cap, d'avoir un objectif clair, attrayant, et de persévérer vers l'atteinte, vers le cheminement vers cet objectif-là. On va parler de persévérance. Et il y a la résilience interne. Et là, on va parler de notre capacité à pardonner, à se pardonner, à pardonner aux autres, à pardonner à la situation. Capacité, le pardon est quelque chose de très puissant qui nous permet de libérer de l'énergie. Et ça va passer aussi par rehausser l'appréciation que nous avons de nous-mêmes. L'estime que nous avons de nous-mêmes va rehausser notre confiance en soi et la confiance en soi va augmenter notre capacité à agir. Et donc, le pardon a toute sa place dans la construction de la résilience, de notre résilience. Merci. Y a-t-il une autre question? Oui, là, on a une autre question. Donc, comment s'adapter pour faire face à la résilience sans aller à l'encontre de ses valeurs? Alors, c'est comment s'adapter pour faire face aux difficultés. C'est la définition de la résilience, si je comprends bien. Donc, les valeurs, c'est ce qui nous anime. C'est une énergie qui nous anime. Et la résilience, elle est développée grâce à la vision. La vision, c'est ce but, c'est la finalité, c'est le but, c'est un but qui a du sens pour nous. Et pour que ce but ait du sens pour nous et que nous puissions avoir une source de motivation, il doit être aligné et cohérent avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous. Donc, nous allons persévérer vers un but qui a du sens pour nous, sans quoi nous n'allons pas avoir la motivation nécessaire pour avancer. Les valeurs, c'est quelque chose de fondamental. Et ça va se situer au niveau de la définition de notre vision, de notre objectif. Qu'est-ce qui fait sens pour nous? Je ne sais pas, je vais vous parler par exemple d'une démission. Une démission, c'est quelque chose de très éprouvant. Je peux vous parler de moi-même. Si vous pouvez retrouver sur les ondes de Medi 1, l'alignement est sacré. Et je parle de ma démission. Alors, quand on démissionne et quand on est dans un secteur, quand on change de secteur, quelle grande difficulté à construire une nouvelle identité professionnelle. Donc, j'ai fait preuve de résilience. Mais pour faire preuve de cette résilience, il fallait que je me fixe
un rêve qui était totalement aligné avec mes valeurs humaines, l'humanisme, l'excellence, l'engagement que je retrouve dans mon activité aujourd'hui. Donc, ce qui m'a permis de rebondir, c'est d'imaginer une situation où j'allais m'épanouir et que cette nouvelle vie que je me suis inventée devait être totalement alignée avec mes valeurs. Sans ça, la résilience n'allait pas être au rendez-vous. Je n'aurais pas pu persévérer et continuer sur mon chemin et développer donc mon activité de formatrice et de coach. Voilà. Y a-t-il une autre question? Est-ce que ma réponse a été utile? Est-ce que ma réponse a été utile pour la personne qui a posé la question sur les valeurs? Kautar, est-ce que ma réponse a été utile? Oui. De toute façon, je pense aussi, pratiquement de façon affirmative, qu'il ne peut avoir accès à la résilience que lorsqu'il y ait eu un travail au départ d'alignement à ses valeurs et de cohérence et de congruence par rapport à ses valeurs. La résilience s'appuie sur un certain nombre de valeurs, dont le respect de soi, l'authenticité, parce qu'effectivement, autrement, on ne peut pas accéder ou on ne peut pas recourir à une forme de résilience s'il n'y a pas eu cet exercice d'alignement à ces valeurs qui se fait préalablement. Alors, on a une autre question. Comment travailler avec le monde extérieur et se protéger aussi? Alors, on a pris plus de questions, mais je vous invite à prendre contact avec nous et nous prendrons le temps de revenir là-dessus. Et je vous propose d'avancer sur les outils de coaching qui vont être de véritables leviers pour mettre en place justement ce process de résilience. Moi, je vais répondre quand même à cette question parce qu'elle me parle. Tout simplement, accepter la différence, la diversité. Oui, vas-y. Oui, je réponds. J'ai dit, elle me parle cette question. Être résilient, c'est d'abord accepter la diversité et la différence et considérer que le monde est un monde bienveillant. Comme l'aurait dit Einstein, si on considère que le monde est bienveillant, on n'aura pas besoin de nous protéger et nous allons générer des actions et des comportements constructifs. Et on va être dans la coopération. Et c'est dans la coopération, vous avez compris qu'on ne peut pas être résilient tout seul. Aujourd'hui, les équipes doivent faire preuve de résilience grâce à une intelligence collective, grâce à la coopération, à la collaboration. Donc, aller vers cette idée que le monde est un monde bienveillant. Je préfère vivre avec cette croyance pour pouvoir la matérialiser que de considérer que je dois me protéger, que le monde est hostile et je vais simplement vibrer avec ça. La physique quantique le montre très bien. Toutes nos idées et nos pensées finissent par se matérialiser. Donc, nous avons besoin de faire très attention à ce que nous pensons. C'est pour ça que mon point de départ était l'état d'esprit, le mindset. Tout découle de cela. Tout découle de cela. Donc, nous allons continuer sur l'origine du coaching, hein, parce qu'en fin de compte, le coaching a été rendu populaire par le sport, hein, vous le savez. Et il a été vulgarisé par Timothée Gallwey dans son livre The Inner Game of Tennis. Et donc,
c'est pour la première fois que nous entendons parler de la notion de jeu intérieur. Le jeu intérieur, hein, donc c'est un concept qui a été élaboré par Timothée, et il a parlé de la performance, il a parlé aussi de la performance, il en a fait une équation très simple. Il a écrit que si nous souhaitons voir la performance et avoir une performance, eh ben, il est important d'aller diminuer les interférences. Donc, les interférences, c'est tous les doutes, le manque de confiance que nous pouvons ressentir lorsqu'on est face à un challenge. Donc, nous avons un potentiel infini. Et ce potentiel, eh ben, il est entaché par des interférences. Et si nous diminuons les interférences, eh ben, la performance va être au rendez-vous. Donc, il dit que tout jeu, donc parce que bon, c'était un entraîneur de tennis, et donc il coachait donc, des sportifs, et il disait que chaque jeu est composé d'un jeu extérieur contre un adversaire et d'un jeu intérieur, hein, qui se joue à l'intérieur de nous, du joueur. Et il va se jouer où? Il va se jouer au niveau de son mental. Hein. Et ce jeu intérieur, s'il est entaché par le doute de soi, s'il est entaché par de l'anxiété, s'il est entaché par une façon de se préoccuper de ce qui devrait être, eh ben, ça va former des interférences qui vont diminuer la performance du joueur. Et ce qui va l'empêcher d'être au summum de son excellence. Ça va l'empêcher d'être dans la zone. On appelle ça la zone. Robert Dilts parle de zone. Donc, d'être dans un état d'excellence. Donc, ça va l'empêcher d'utiliser son plein potentiel. C'est pour ça qu'il est très important d'être dans son meilleur jour, d'être au meilleur de soi-même, pour être dans un état d'excellence pour affronter les obstacles. On ne peut pas affronter les obstacles alors qu'on est dans un état de crash. On ne peut pas. Donc, il est très important de se connecter à la meilleure version de nous-mêmes. Et ça va passer par la conscience supérieure. Être conscient qu'on est connecté au grand tout, qu'on fait partie du grand tout, de l'univers, que nous sommes c'est le grand soi, hein, pas le petit soi, l'ego. Hein, c'est l'ego qui a peur, qui craint l'échec. Mais notre grand soi, c'est notre idéal, notre soi idéal. Il est connecté à cette partie divine en nous, à ce qui nous transcende. Hein. Donc, il est très important de savoir s'auto-diriger, donc faire preuve de self-leadership. Donc, et une des clés du self-leadership, c'est d'agir sur notre jeu intérieur. Hein? Donc, priorité, si nous souhaitons faire face aux obstacles, eh bien, au préalable, nous devons gagner, vaincre notre jeu intérieur. Et cela consiste tout simplement à prendre conscience de nos ressources, à mobiliser nos ressources intérieures pour pouvoir dépasser les obstacles et de rester fidèle à nos valeurs et à notre raison d'être, à notre pourquoi, afin d'atteindre nos buts. Donc, je vais vous
je vais vous donner certains exemples qui sont les fondements de la maîtrise du jeu intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a une équipe là, on a une véritable équipe entre les peurs, les besoins, notre inconscient, tout ce qu'on a stocké comme mémoire. On a une réelle équipe et on a besoin de gérer cette équipe intérieure. Donc, pour maîtriser notre jeu intérieur, on a besoin donc de faire preuve de self-leadership et l'expérience a montré que lorsque un obstacle extérieur rencontre un obstacle intérieur, obstacle intérieur, par exemple, ne pas être dans un état de non-ressource. Si un obstacle extérieur arrive à un moment où nous sommes dans un état de non-ressource, ça veut dire que l'obstacle extérieur rencontre un autre obstacle intérieur. L'obstacle extérieur rencontre un obstacle intérieur, sachez que le problème sera insoluble. Donc, pas besoin de... On ne peut pas aller plus loin. C'est la crise. En d'autres termes, il faudrait qu'il y ait au moins une ressource, soit intérieure, soit extérieure. Exact. Donc, s'il y a un obstacle extérieur, on est face à un challenge, à une crise, à l'adversité, à un imprévu. Bon, ça, c'est des obstacles extérieurs. Mais si ces obstacles extérieurs rencontrent des ressources intérieures, là, on va être face à un défi qui semble réalisable. Parce que nous allons compter, nous avons une conviction que nous avons tout le potentiel pour solutionner, trouver ou dépasser cet obstacle extérieur. Et les coachs ont cette croyance. Vous pouvez... alors, j'ai oublié le terme. Bon, j'ai oublié le terme, mais nous croyons. Alors, c'était une expérience qui a été faite. Alors, si tu me rappelles, Rim, tu vois, quand les enseignants croyaient que les élèves étaient excellents, alors qu'ils... C'est le conditionnement. Mais ça, non. Une forme de... C'est une expérience qui est très connue. Bon, là, j'ai un petit trou de mémoire. En fait, l'expérience est la suivante. On a pris 2 classes du même niveau. Et puis, à la première classe, on est parti les voir pour leur dire, vous allez passer un examen. Et cet examen, il est extrêmement facile. La majorité des élèves qui sont de votre niveau le réussissent. Et ils leur ont donné un quart d'heure avec un examen. Ils les ont laissés en salle. Ils sont partis à une autre classe pareille qui était composée d'élèves brillants, moins brillants, etc. Ils leur ont dit, vous allez passer un examen et cet examen il est extrêmement difficile et la plupart des gens de votre niveau ne réussissent pas facilement cet examen. Ils leur ont donné exactement les mêmes conditions. Tout ce qu'ils ont changé, c'est ce conditionnement-là ou cette préparation mentale positive dans le premier cas et négative dans le deuxième. Ils sont revenus après un quart d'heure, ils ont corrigé les épreuves, ils se sont rendus compte que dans la première classe, 90% étaient capables de réussir l'examen sans beaucoup de difficultés. Et dans la deuxième classe, évidemment, les résultats étaient beaucoup moins importants. Et donc effectivement, ils ont apporté une ressource extérieure qui est une croyance ou il n'y avait pas de stimuli autre que de leur dire que voilà, ils étaient capables et dans le thème. Donc, ils ont réussi à les mettre dans un état d'esprit, un mindset, soit positif, soit négatif. Et vous voyez que le résultat a bien changé juste par l'idée de dire vous êtes capable ou vous êtes incapable. Alors, nous, les coachs, on croit que nos clients ont tout le potentiel pour solutionner le problème qu'ils ramènent dans l'espace de coaching. Nous y croyons. Donc, nous y croyons. Et déjà, donc, nous créons ce conditionnement positif. Et ça change, ça fait toute la différence. Donc, on va connecter
nos clients à leurs ressources intérieures. On va les aider à prendre conscience de leurs ressources intérieures. On va révéler leurs talents, on va les aider à exprimer leurs talents, à développer de nouvelles ressources. Et c'est ainsi que lorsqu'ils vont rencontrer un obstacle extérieur et qu'ils seront en contact avec leurs ressources intérieures, eh ben, ils vont vivre non pas un problème insoluble, mais ils vont vivre plutôt un défi qui va leur sembler réalisable. Et ça va les amener vers la réussite. Il y a donc un autre cas, c'est quand on a un obstacle intérieur, c'est-à-dire on est dans un état de non-ressources, de doute, d'accord? On est vraiment dans le grand doute et ça va rencontrer des ressources extérieures. C'est ce qu'on appelle plutôt des coups de chance. Des fois, ça arrive que même en étant dans cet état de non-ressources, mais comme les ressources extérieures sont présentes, eh ben, on va vivre un coup de chance. Un coup de chance, c'est pas toujours, c'est pas sur ça que nous allons bâtir un équilibre de vie, hein, d'accord? Et lorsque les ressources intérieures rencontrent des ressources extérieures, c'est là la magie. On va vivre la magie du succès. Quand les ressources intérieures et les ressources extérieures se rencontrent. Donc, c'est très important pour réussir notre jeu intérieur et maîtriser ce jeu intérieur, d'avoir cette capacité à mobiliser nos ressources pour surmonter les obstacles que nous nous imposons. Par exemple, des fois, on choisit de quitter un emploi, nous choisissons de quitter notre foyer, nous choisissons de changer de ville, nous choisissons un changement. Et des fois, les changements sont imposés. Et donc, le jeu intérieur va nous aider à mobiliser nos ressources. Et je trouve ça très important parce que vous l'avez soulevé, tout en restant fidèle à nos valeurs et à notre volonté à poursuivre nos objectifs. Donc, nous allons donc voir là un peu les outils du coach. Alors, comment s'occuper de son jeu intérieur? Alors, moi, je vais passer les outils rapidement. Je vous propose, si vous le souhaitez, vous inscrire à une masterclass que je vais animer le 20 mai prochain, samedi matin, de 10h à midi, dans le cadre de l'instant coaching qui est organisé par Coaching News. Je vais, lors de cette masterclass, vous exercer, vous faire découvrir 3 outils pour développer 3 ou 4 outils pour vous faire découvrir des techniques que vous pourrez par la suite reproduire ou proposer à vos clients pour développer leur résilience. Donc, ici, je vais parler toujours du jeu intérieur. Le jeu intérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein. Donc, il est très important de développer son autodéfinition, c'est-à-dire être conscient de qui nous sommes, être conscient de soi, être présent à soi. On va parler d'une autre étape, c'est l'autocalibrage, c'est-à-dire où suis-je par rapport à mon état d'excellence? Suis-je à mon maximum? On peut apprendre à développer un état d'excellence et à l'amplifier. On va aussi pouvoir l'ajuster. Donc, on peut l'augmenter, on peut le diminuer. Et nous allons par la suite terminer par un auto-ancrage, c'est-à-dire créer un ancrage, un stimuli qui va nous aider à déclencher cet état où je suis dans un état d'excellence et être donc dans ma zone et pouvoir gérer les difficultés.
Donc, voilà, ça, c'est par rapport, c'est un outil pour développer notre jeu intérieur. D'autre part, par exemple, pour vivre, pour faire face au changement, Tim Gallwey parle de 3 éléments qui sont importants pour pouvoir faire face au changement. Nous avons besoin d'avoir conscience de nos habitudes. C'est-à-dire que c'est très important de développer une plus grande conscience. Le coach va aider à développer une plus grande conscience, sortir des mécanismes automatiques vers plus de conscience. Donc, il va nous aider aussi à développer des possibilités, à des alternatives, avoir des choix, d'accord? Et lorsque l'on décide, parmi ces choix, eh ben, la confiance va être au rendez-vous et donc faire confiance en nos choix. Donc, pour vivre le changement, hein, c'est ce qui fait un changement, c'est ces trois C. C'est avoir conscience de ce qui ne va pas, de nos fonctionnements, de réfléchir à des choix, de décider pour développer notre confiance. Donc, il va actionner ces 3 leviers. L'analyse transactionnelle va parler des 3 P. Parce que vous avez vu, tout à l'heure, j'ai parlé de puissance. Donner de la puissance à l'autre pour pouvoir se mettre en mouvement. Alors, on va parler donc des 3 P parce que le coach va agir par de la protection, de la permission. Il va être là pour protéger le client, mais aussi pour lui offrir une permission. Le protéger, c'est lui dire « oui, vas-y » à condition de. Lui donner la permission, c'est lui dire « allez, vas-y ». Donc, il est là quand même, le coach est co-responsable. Nous sommes co-responsables on co-crée ensemble une solution qui correspond aux valeurs et à l'objectif et au résultat souhaité du client. D'accord? Donc, la protection, c'est aussi être dans une forme d'accueil bienveillant, ne pas juger, être dans une acceptation positive de l'autre, respecter la personne, respecter ce qui est bon pour elle, respecter son rythme, sa temporalité, respecter l'espace, surtout la confidentialité. Donc, c'est un espace où la confidentialité est de mise. Ça fait partie de la déontologie même du coaching. Donc, c'est ça la protection. Il va agir par permission, ça veut dire qu'il va permettre au client de s'exprimer, de faire des choses, de tester des choses. Il va lui permettre de répondre ou de ne pas répondre, ou de faire les choses ou de ne pas faire les choses en toute liberté. Donc, développer sa responsabilité, sa capacité à répondre à la situation donc, permission plus protection donne de la puissance et la puissance, c'est vraiment c'est en rapport avec l'engagement. C'est en rapport avec la responsabilisation de l'autre dans ses choix. Et voilà, c'est faire confiance au processus et aider le client à atteindre le résultat qu'il est venu chercher. Il y a aussi un autre outil, la ligne du temps, donc passer par les moments marquants de la personne en
en choisissant le passé, on va l'aider à prendre conscience de toutes ces ressources, c'est-à-dire qu'on va l'aider à aller vers des souvenirs de réussite, de ce qu'elle a réussi, des moments d'excellence, de voir grâce à quoi elle a réussi et de l'aider à prendre conscience de ses ressources. Le passé va être aussi aidant lorsque on va lui dire, écoute, tu as vécu cet échec, mais grâce à quoi tu as pu le dépasser? Quels sont les apprentissages que cet échec t'a permis? Quelle personne tu n'aurais pas été aujourd'hui si tu n'avais pas vécu cet échec? C'est vraiment voir l'échec sous un angle très, très constructif et très positif. On va aller voir le présent, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quel est le mal-être, et on va l'aider à se projeter dans le futur en établissant des objectifs clairs avec des mesures pour voir et mesurer les progrès vers l'atteinte des objectifs. Donc, nous utilisons aussi cette ligne du temps que je peux développer, si vous le souhaitez, lors de la masterclass. L'outil principal du coach, c'est le questionnement, et vous savez, le coach commence toujours par la fin. On va souvent poser la question, qu'est-ce que vous voulez atteindre d'ici la fin de ce coaching? On va le projeter, on va l'aider à construire un projet, à se projeter. Et dans quel délai, dans quel futur, comment imaginez-vous un futur idéal pour vous? Donc, ça aussi, c'est aidant parce que au lieu de ressasser le passé pour quelqu'un qui vient de vivre un traumatisme ou un échec, tout de suite, on va l'orienter solution, on va l'orienter vers le futur. Et le coach va aussi explorer les manques et les besoins. Donc, de quoi le client a besoin pour pouvoir atteindre le résultat qui s'est fixé. Et tout ça parce que s'il détermine les manques et les besoins sont d'ordre spirituel, émotionnel, ils peuvent être d'ordre intellectuel, ils peuvent être d'ordre physique et matériel. Donc, si on aide le client à trouver des solutions pour satisfaire ses besoins, on va générer des états positifs et nous allons l'aider à sortir de cet état de stress. J'aimerais explorer avec vous lors de la masterclass une notion très importante que Robert Dilts a développée, c'est comment passer d'un état crash. Donc, c'est l'acronyme d'être dans la contraction, dans la réactivité, être tout le temps à analyser, ruminer. On est séparé, on se sent séparé de l'univers, on est séparé, on est heurté. Donc, quand on est dans cet état, on est dans un état de survie. Donc, comment passer d'un état crash de survie à un état coach de créativité, d'excellence, et être dans cette... C'est aussi un acronyme, un coach. Coach, C, c'est centré, O, c'est ouvert, A, c'est alerte, conscient, C, c'est connecté, H, c'est être dans un état d'hospitalité. Hein. Oui, hospitalité, parce que quand on est dans le stress, on est traversé par des émotions très fortes, souvent désagréables. Et donc, comment transformer ces émotions, ça aussi, on pourra le voir. Le coach utilise aussi la courbe du deuil. Parce que quand on est face à un traumatisme, on vit une situation difficile, on est sous l'effet du choc, on est dans une forme de choc, et la courbe du deuil qui passe par le choc, le déni, qui va passer par toutes ces émotions difficiles comme la colère, la peur, la tristesse. Le coach va accompagner le client à faire le deuil d'une situation pour aller vers l'acceptation de cette situation, d'aller vers le pardon, et va aller vers une quête de sens et aller vers le renouveau pour atteindre une forme de sérénité et être dans la croissance. Donc, le coach va être là pour informer, pour guider, pour encourager
Et enfin, pour célébrer l'engagement et célébrer le renouveau, célébrer avec son client le renouveau. Voilà, donc le bénéfice du coaching, vous l'avez compris, c'est créer des conditions favorables pour être le plus ancré dans l'instant présent, développer la flexibilité et l'adaptabilité et surtout la créativité. Moi, je dis souvent, le coaching aide à développer la responsabilité, l'engagement, la créativité, des éléments nécessaires pour piloter sa vie et ne pas être proactif, ne pas subir l'événement, mais être les architectes de notre vie. J'ai bientôt terminé. J'aimerais quand même attirer votre attention qu'il y a eu des recherches, une enquête auprès de plusieurs leaders. Et c'est une enquête qui a été réalisée par Carmelina Lawton Smith. Et c'était une enquête sur comment le coaching aidait à développer la résilience chez les leaders. Donc, un leadership résilient, si vous voulez. Donc, on a vu que le coaching, dans cette enquête, elle a mis en avant, elle a mis en valeur que le coaching pouvait actionner 5 leviers. Donc, d'abord, le coaching actionne la confiance en soi. Se faire coacher, c'est développer votre confiance en vous-même. Se faire coacher, c'est développer votre capacité à apprendre. Se faire coacher, c'est élargir votre cadre de référence et s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Le coaching est une relation de soutien et c'est pour ça que ça développe votre résilience. Le coaching crée un espace de réflexion. Ça vous aide à vous dissocier des émotions difficiles, à vous dissocier de cette agitation interne, prendre du recul, prendre de la hauteur et donc faire fonctionner votre néocortex, parce que là, ce n'est pas le reptilien qui va être aux commandes. Le coaching va ramener ce calme intérieur pour vous aider à prendre de la distance. Voilà, le coaching, c'est juste merveilleux, c'est passionnant, c'est aidant, c'est utile. Plusieurs enquêtes le montrent. Et pourquoi sommes-nous capables de développer et d'apprendre la résilience? Tout simplement, c'est parce que on va parler de neuroplasticité et notre cerveau change en permanence et il va prendre la forme de nos expériences. Et cela signifie que plus vous allez vous entraîner à ressentir et à exprimer de la gratitude, à ressentir et à exprimer du pardon, à ressentir et à exprimer de l'appréciation de soi, plus cela va devenir un réflexe et plus votre niveau d'énergie et de motivation va augmenter. Et nous allons alors transformer notre biais naturel de négativité, car comme je vous l'ai déjà dit, on accorde plus d'importance et spontanément de l'importance aux événements négatifs qu'aux événements positifs. Et simplement, je vais vous demander d'ici la masterclass, pour ceux qui veulent s'inscrire pour le 20 mai prochain, d'ici le 20 mai prochain, je souhaite vous demander une chose, c'est de vous prendre en flagrant délit, de pointer le négatif. Je voudrais que dès que vous pointez le négatif, que vous fassiez un arrêt sur image, d'accord? Et que vous cherchiez plutôt
ce que à l'apprentissage que vous faites de cette situation que vous avez considérée comme négative, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel ou sur le plan de votre couple, de votre famille, quelle que soit la situation. Déjà en prenant conscience de ce biais naturel de négativité, vous allez aller vers plus de positivité, plus d'esprit orienté solution. Et je voudrais terminer mon webinaire, mon intervention. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment les Japonais font de très beaux bols, hein, tu vois, des bols. Je ne sais pas s'ils font exprès de les casser, mais bon, ils réparent des objets cassés et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont les coller avec de l'or. Et c'est comme s'ils soulignaient ces cicatrices. Et ça s'appelle l'art du kintsugi. Donc, kintsugi, je pense, kintsugi peut-être. Mais je ne sais pas si vous pouvez imaginer avec moi un bol qui est fracassé ou un vase fracassé. Qui est déjà souvent, ces vases et ces bols sont peints à la main avec des figurines, c'est très très fin. Et ben, les Japonais, ils vont ramasser les morceaux, ils vont recoller les morceaux, et ce qui va donner à l'objet encore plus de beauté et plus de valeur. Alors, ces cicatrices que nous avons en nous, ben, c'est la preuve que nous avons résister aux difficultés, que nous sommes encore là vivants, que nous avons les ressources de rester solides, forts face aux intempéries, donc face au vent du changement. Certains construisent des murailles et tandis que d'autres construisent des moulins. Et je vous laisserai avec ces questions. Je vous laisse avec ces questions. Je vous laisse avec ces questions parce que c'est à vous maintenant de jouer et de prendre votre capacité à développer votre résilience. Elle est entre votre main et de prendre votre vie en main et de commencer à y travailler sérieusement car les conditions actuelles nous appellent à développer notre résilience. Donc, j'aimerais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme une personne résiliente? Ne me répondez pas, mais posez-vous cette question. Et combien de temps il vous a fallu pour remonter après chaque événement difficile? Je suis sûre que chacun de vous a traversé un moment difficile. Est-ce qu'il vous a fallu beaucoup de temps pour remonter ou ça a été plus facile pour vous? Et quel a été le niveau d'énergie déployé pour revenir à un niveau plus élevé? D'accord? Parce que la résilience, je commence là, je touche le fond, mais je rebondis et je dépasse l'état de départ. Je deviens plus résilient, plus résistant au choc, plus adaptatif, plus flexible. Deuxième aspect que je voudrais que vous exploriez, c'est qu'en regardant vos échecs et difficultés, hein, même si ça a été très, très douloureux, est-ce que vous pouvez identifier en quoi vous seriez différent si vous n'aviez pas connu ces difficultés? Hein? Et troisième exercice, j'aimerais que vous notiez au moins 3 qualités ou enseignements que vous avez appris grâce à ces difficultés. Donc, j'ai le plaisir de clôturer mon webinaire en vous remerciant pour votre patience, en vous remerciant pour votre présence. Et j'aimerais
que dans le chat, que vous m'écriviez, en quoi cette présentation vous a été utile. Avec quoi vous repartez? Avec quoi vous repartez un petit cadeau? Peut-être que j'ai su ou j'ai réussi à vous offrir un petit cadeau. Ça serait lequel?